Дамы и господа, добрый день. Начинаем нашу работу сегодня. И гость нашего семинара – чрезвычайный полномочный посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации, его превосходительство Гастон Стронг. Господин Стронг – давний друг и партнер Европейского учебного института. Все 3 года, пока функционирует наша программа, он каждый год к нам приезжает. И мы очень благодарны за ваше сотрудничество. И тема сегодняшнего занятия – политическая система и политическая культура Люксембурга. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je viens à la MGIMO et c'est une université de très bonne réputation, connue au monde entier, et chaque fois que j'entends des hommes d'affaires russes ou des diplomates russes qu'ils ont été formés à la MGIMO, je suis très impressionné. C'est une université d'élite. Donc je parlerai des institutions du Luxembourg. Je crains que ce ne soit un sujet très sec et très ennuyeux. Notre constitution est extrêmement conservatrice. Elle n'est pas spectaculaire. Elle prêche des évidences. Donc mon intention, c'est de ne pas utiliser trop de temps sur les institutions. Il suffit de connaître quelques bases élémentaires et avec cela, je pense que j'ai fait une partie de mon travail. Mais je profiterai alors de l'occasion de parler d'autres sujets du Luxembourg, sur le Luxembourg et surtout sur les relations entre la Russie et le Luxembourg, et surtout en ce qui concerne les relations économiques et financières entre la Russie et le Luxembourg, parce qu'elles sont absolument spectaculaires et tout à fait disproportionnées compte tenu de la grande taille de la Russie et de la petite taille du Grand-Duché du Luxembourg. Donc je vais être très vite sur les éléments de droit constitutionnel. Et n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez savoir plus ou quand vous avez des questions, aucun problème. Je prendrai l'écouteur et je répondrai à vos questions. Donc le Luxembourg est une démocratie représentative sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. Souvent, on me demande qui est votre roi. Alors je réponds, nous n'avons pas de roi. Nous avons un grand-duc parce que nous sommes un grand-duché. Donc notre chef d'État est un grand-duc, le seul qui reste au monde. Il n'y a pas d'autre construction constitutionnelle qui prévoit un grand-duc. C'est très intéressant. À titre anecdotique, on dit toujours au Luxembourg que nous sommes devenus grand-duché au moment, en 1815, à l'occasion du congrès de Vienne, quand on a amputé du Luxembourg une grande partie de ces territoires, notamment ce qui est aujourd'hui la province de Luxembourg de la Belgique, une partie du nord de la Lorraine et une petite partie de l'Allemagne en Sarre aujourd'hui et en Rhénanie-Palatinat. Donc avec un territoire beaucoup plus petit, on a fait du duché un grand-duché. Donc on nous a compensé en quelque sorte pour les pertes de territoire avec un nom plus spectaculaire. Donc, et le duc est devenu grand-duc. Le premier article de la Constitution déclare que le Grand-Duché est un État démocratique, ça va sans dire, libre, on l'espère, indépendant, bon, je n'ose pas en douter, indivisible, bah, c'est pas possible parce que nous sommes déjà tellement petits, on ne peut pas vous le diviser davantage. D'autre part, nous sommes placés, selon la Constitution, sous le régime d'une démocratie parlementaire.
les autres textes sont moins importants. La séparation des pouvoirs au Luxembourg résulte du plan et du contexte de la Constitution. Mais la séparation des pouvoirs n'est pas formellement inscrite dans la Constitution. Elle est aménagée dans la Constitution, elle est extrêmement souple, donc elle n'est pas rigide ou tranchante comme Montesquieu dans le temps le voulait, et elle comporte de nombreuses relations, surtout entre le pouvoir législatif, donc notre Chambre des députés et le Grand-Duc, et le pouvoir exécutif entre le gouvernement et le Grand-Duc. Donc vous voyez déjà une des curiosités du système constitutionnel luxembourgeois, c'est que le Grand-Duc fait partie du pouvoir législatif et il fait partie du pouvoir exécutif. D'où cette idée de séparation souple des pouvoirs. Mais bien évidemment, le simple fait que le Grand-Duc soit physiquement présent dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir exécutif facilite certaines choses. De l'autre côté, il va sans dire que l'exécutif et le législatif ont des pouvoirs de moyens d'action réciproque, donc qui se contrôlent mutuellement dans un système qu'on pourrait qualifier de check and balances, comme il existe dans le système constitutionnel américain. L'exercice du pouvoir législatif, donc je commence avec celui-là, il appartient donc à la Chambre des députés, notre Parlement, et au Grand-Duc. Le gouvernement est contrôlé par la Chambre, c'est-à-dire le Parlement peut contrôler et contrôle effectivement le gouvernement. Bien sûr, c'est un contrôle en matière financière. C'est exactement la même chose avec la Douma dans le système constitutionnel russe. C'est le Parlement qui approuve la loi budgétaire. Et il faut au gouvernement un budget pour pouvoir agir. Donc sans budget, le gouvernement est faible. Il ne peut pas agir. Donc l'approbation annuelle du budget est un acte de contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement. Et puis nous avons les instruments classiques de contrôle en matière politique et administrative, c'est-à-dire que les parlementaires peuvent demander des questions écrites et orales aux membres du gouvernement qui sont obligés de répondre. Donc, ces questions sont publiques, donc chaque ministre qui reçoit une question parlementaire, il est automatiquement sous forme de pression parce que l'opinion publique va attentivement suivre ce qu'il a à dire. Et ces questions parlementaires, surtout s'ils viennent de l'opposition, peuvent être fort embarrassantes pour les ministres et bien sûr, ils touchent au fond de la politique. Le Grand-Duc, en tant que dans le pouvoir exécutif, il assure l'exécution des lois. Donc, ce sont les compétences du Grand-Duc telles que décrites dans la Constitution. Il veille au maintien de l'ordre, il gère les biens publics. Il est secondé en tant que représentant du pouvoir exécutif dans sa tâche par les membres de son gouvernement, donc les ministres et les secrétaires d'État qui contresignent les décisions et en assument la responsabilité politique. Donc, quand le Grand-Duc signe les lois, il y a une contre-signature ministérielle qui comporte que le ministre assume la responsabilité. Donc ça ne veut pas dire que le Grand-Duc est irresponsable, il est responsable moralement, mais en termes juridiques, son action dans le contexte du pouvoir exécutif est protégée. Le Grand-Duc possède le pouvoir réglementaire, donc pour faire des règlements. Chez nous, au Grand-Duché, on appelle, donc c'est les lois secondaires. Chez nous, au Grand-Duché, on parle d'arrêtés grand-ducaux ou de règlements grand-ducaux. Le Grand-Duc peut prendre ces règlements quand elles sont nécessaires à l'exécution des lois et des traités. Et il en résulte de la Constitution que le pouvoir réglementaire ne peut être attribué à une autorité autre que le Grand-Duc.
Ça signifie quand même aussi que dans la majorité des cas et dans la pratique aujourd'hui, il faut une loi à la base pour permettre au Grand-Duc l'exercice du pouvoir réglementaire. C'est-à-dire que la loi doit prévoir que certaines compétences sont exécutées via le pouvoir réglementaire. C'est un montage classique que vous avez dans toutes les constitutions. Ici, vous l'avez avec une connotation d'une monarchie où il s'agit du grand-duc qui prend les règlements. Dans la pratique, bien évidemment, c'est le gouvernement qui écrit les règlements et c'est le grand-duc qui les signe. Cependant, à l'exception de ce que je viens de dire maintenant, le législateur peut attribuer au grand-duc des pouvoirs réglementaires exceptionnels, même dérogatoires à des lois existantes. En fait, c'est un instrument constitutionnel qui permet, en temps de crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, au gouvernement, à travers la personne du grand-duc, de s'attribuer des compétences réglementaires. L'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir agir rapidement et avec l'arrière-pensée, bien évidemment, d'éviter de situations compliquées s'il faut faire passer les lois ou les règlements par le Parlement proprement dit. L'exercice du pouvoir judiciaire, la justice est rendue au nom du grand-duc, alors que l'exercice du pouvoir judiciaire appartient aux cours et aux tribunaux. Et c'est effectivement, vous avez vu l'imbrication entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, c'est effectivement le pouvoir judiciaire qui est le seul dans le système constitutionnel luxembourgeois qui est complètement indépendant à l'égard des deux autres pouvoirs. Encore qu'il y a des personnes qui, chez nous, le contestent parce que le ministre de la Justice fait le budget de la justice. Donc on pourrait dire qu'il y a une certaine dépendance financière de l'appareil judiciaire du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. En pratique, bien évidemment, je ne vois pas de conséquences immédiates, mais si la justice nous disait il faut plus de juges, il faut plus de moyens, bien sûr, l'exécutif et le législatif restent maîtres d'un tel développement. Mais en théorie, au moins, ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif n'ont un moyen d'action quelconque à l'égard du pouvoir judiciaire. Et effectivement, si un procès juridique en cours, et si jamais un ministre oserait téléphoner au juge pour orienter, disons, la décision du juge, et si jamais cette intervention était publique, je peux vous dire que le ministre perd son poste, du jour au lendemain. C'est sacro-saint, un ministre qui téléphone au juge, et bon, je ne veux pas dire qu'il ne le fait pas, mais si jamais cela passe au public, c'est le péché à ne pas faire dans un système institutionnel et démocratique comme le nôtre. Le grand-duc et le gouvernement. Le grand-duc forme avec le gouvernement l'organe constitutionnel du pouvoir exécutif. Il a le droit d'initiative en matière législative et aucune loi ne devient parfaite et obligatoire pour la population s'il en ordonne la publication. Donc le droit d'initiative, il est avec le gouvernement à travers la personne du grand-duc. Je dirais que 90% des lois viennent d'une initiative gouvernementale. On les appelle projets de loi. Bien évidemment, le Parlement dispose aussi du droit d'initiative. Il ne l'utilise que très peu et de très rares projets sont proposés par le Parlement et on les appelle propositions de loi. Donc nous avons le projet de loi si la proposition émane du gouvernement. Nous avons une proposition de loi si l'idée émane du Parlement. On a eu une petite crise constitutionnelle il y a 2 ans. Et en fait, effectivement, dans la Constitution, l'ancien texte prévoyait que aucune loi ne devient parfaite et obligatoire pour la population si le grand-duc n'ordonne la sanction et la publication. Donc la sanction dans le sens juridique du terme et
notre grand-duc, parce qu'il est un homme religieux, donc catholique, il a refusé d'apposer sa signature à la sanction de la loi sur l'euthanasie, parce qu'il ne pouvait pas, par sa conviction personnelle, être d'accord avec cette loi. Donc on a eu une crise constitutionnelle. On a, comme on est très affectif et très rapide au Luxembourg, on a changé la Constitution dans 2 mois. Le grand-duc a abandonné la possibilité de sanctionner les lois et aujourd'hui, il n'en donne que la publication. D'autres mots, avec cette crise et le refus du grand-duc de signer la sanction de la loi sur l'euthanasie, en fait, le grand-duc a abouti dans une situation où il a diminué ses pouvoirs. C'est très intéressant parce qu'en Belgique, on a eu un cas analogue où le roi des Belges, dans les années 90, a refusé la signature, je pense, d'une loi d'avortement. En Belgique, on a trouvé une solution, je pense, beaucoup plus élégante que de changer la Constitution. Et effectivement, en Belgique, il y a un mécanisme constitutionnel qui prévoit une modalité d'action du gouvernement quand le roi est malade. Donc le roi belge, dans le temps, a pris 1 jour de congé de maladie, ce qui a permis au gouvernement de faire passer la loi. Au grand-duc, on n'a pas accordé de jour de congé parce que cette facilité n'était pas prévue par la Constitution. Donc pour cela, il a abandonné son pouvoir de pouvoir sanctionner les lois. La Constitution détermine les prérogatives du grand-duc, notamment dans les dispositions relatives à l'exercice du pouvoir exécutif, aux droits régaliens, donc donner les ordres, aux attributions d'ordre international, c'est le grand-duc qui signe les traités internationaux, et à la participation au pouvoir législatif. Notre Chambre des députés, donc, représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif concurremment, ensemble, donc, avec le grand-duc. La Constitution réserve à notre Parlement certaines attributions en matière financière et lui accorde le droit de regard sur les actes du gouvernement. Donc c'est comme la Douma en Russie. En matière internationale, l'assentiment de la Chambre est nécessaire pour qu'un traité puisse sortir ses effets sur le territoire de Luxembourg. C'est comme la Douma, c'est la ratification des traités internationaux. Nous avons 60 députés. Nous sommes un très petit pays, mais nous avons vraiment réussi à le diviser en 4 circonscriptions électorales, ce qui pousse le seuil pour être élu en pourcentage dans la plus petite circonscription presque à 14%. Donc on n'ose pas critiquer les 7% en Russie, c'est rien par rapport aux 14%. C'est bien évident que si vous divisez le pays, un petit pays comme le nôtre, en 4 circonscriptions, que le seuil pour avoir un député, avec la taille de la circonscription, il est proportionnel. Plus petite, inversement proportionnel, plus petite est la circonscription, plus difficile est-il de passer le seuil. Les députés sont élus pour 5 ans. Bien sûr, ce sont des élections directes, par un suffrage universel, pur et simple, avec la possibilité du panachage, ce qui est très intéressant. Et on arrive aujourd'hui dans une situation au Luxembourg où l'électeur ne vote plus un parti, mais il vote des personnes qu'il croit qualifiées pour le représenter dans le Parlement. Donc l'électeur, il peut panacher entre les partis qui sont sur le bulletin électoral, il peut donner son paquet de votes, il peut les répartir même sur 5-6 partis s'il le veut, il va élire des personnes. Le financement des campagnes électorales était un sujet assez lourd au Luxembourg. Aujourd'hui, on a fait un texte législatif et nous avons un financement qui est proportionnel au nombre des députés dans la Chambre sortante. Donc, ça signifie que, bien sûr, les grands partis, ils auront plus de moyens pour financer leur campagne électorale. Dans le passé, bien sûr, il fallait financer à partir des dons et des subventions et des allocations de moyens financiers de tout ordre.
Bien sûr, le secteur privé, le secteur industriel ne se privait pas de financer les partis et on avait de forts doutes sur l'origine des fonds, des fois, et bien évidemment, le système n'était pas transparent. Aujourd'hui, nous avons un système qui est transparent. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas très bien parce qu'il a tendance à stabiliser, bon, c'est bien parce qu'il stabilise, mais il a tendance à donner de solides avantages aux partis qui sont solidement ancrés au Parlement. Et il est aujourd'hui quasiment impossible pour un nouveau parti de prendre pied dans le système politique luxembourgeois parce qu'il ne saura pas comment financer sa campagne électorale et il ne saura pas comment participer à la campagne électorale. Nous avons tout un paquet très avancé d'incompatibilité du mandat de député, ça je le trouve excellent. Un député ne peut pas être ministre, un député ne peut pas être fonctionnaire de l'État, un député ne peut pas être juge, donc ça permet quand même une certaine objectivité du mandataire au niveau du Parlement. La procédure législative, elle est minutieusement réglée. Je vous ai parlé de la proposition de loi si elle vient du Parlement. C'est un projet de loi si cela vient du gouvernement. Comme dans le système russe, nous avons l'examen des projets au sein des commissions parlementaires. Donc, comme à la Douma, nous en avons une douzaine pour chaque branche, affaires étrangères, défense, finances, agriculture, tourisme, vous le nommez, on l'a. Et bien sûr, les commissions parlementaires préparent le travail. Et comme en Russie, comme au Parlement européen, comme en Allemagne, comme en France, il va sans dire que le président de la commission joue un rôle important et surtout le rapporteur sur le projet de loi. Une fois que la commission ou les commissions ont fait leur travail, le dossier passe à la discussion publique avec un vote à la fin. Donc rien de compliqué, rien de spectaculaire. Je pense que la seule chose au Luxembourg qui est spectaculaire, que nous sommes en mesure, s'il le faut, de légiférer dans un espace extrêmement court. Donc du projet de loi jusqu'au vote et l'entrée en vigueur de la loi au Luxembourg, tout en respectant la procédure minutieusement réglée, on peut le faire en 2 semaines, 10 jours, sans problème. Et je n'ai pas encore mentionné le rôle du Conseil d'État, notre deuxième chambre, qui doit donner son avis, j'y reviendrai. Voilà, le Conseil d'État. Donc, il ne faut pas le confondre avec votre Conseil de la Fédération. C'est un organe beaucoup plus faible, avec beaucoup moins de compétences que le Sénat français ou le Bundesrat allemand ou le Conseil de la Fédération ici en Russie. Le Conseil d'État forme une institution indépendante, appelée en quelque sorte par la Constitution à exercer dans le système unicaméral luxembourgeois, donc nous ne sommes pas bicaméral, l'influence modératrice d'une seconde assemblée législative. En quelque sorte, le Conseil d'État est le chien de garde de la Chambre des députés, avec des capacités d'intervention pourtant limitées. Il y a 21 conseillers au Conseil d'État, dont 11 juristes. Et vous voyez déjà que c'est un organe qui est appelé à examiner de volets constitutionnels et juridiques de toute proposition ou projet de loi. Ils sont nommés par le Grand-Duc, donc le Grand-Duc a sa quote-part dans les nominations. Ils sont nommés par la Chambre des députés et on peut les nommer par le Conseil d'État par une procédure de cooption interne. C'est tout sauf démocratique. Vous voyez qu'il y a des nominations qui sont faites par 3 institutions différentes, le Grand-Duc, la Chambre des députés, le Conseil d'État lui-même. C'est pas démocratique, les gens ne sont pas élus, ils sont nommés. Une durée du mandat de 15 ans, ça ne fait pas penser à un système démocratique jusqu'à l'atteinte de limite d'âge de 72 ans, donc c'est notre Conseil d'État. Vivement critiqué, il faut le dire, parce qu'il y a absence de légitimité démocratique, mais pourtant respecté, parce que dans de nombreux cas où il est appelé à donner son avis
dans le contexte de la procédure législative sur les projets et les propositions de loi, ils jouent un rôle indépendant, ils peuvent faire valoir des positions de nature juridique importante. Donc, dans la procédure législative, le Conseil d'État peut donner un avis préalable qui n'est pas juridiquement contraignant, mais il doit donner un avis formel sur les propositions et projets de loi, et il a un droit de veto suspensif. Suspensif parce que limité dans le temps. Donc après 3 mois, la Chambre des députés peut passer à un second vote et aller au-delà du veto suspensif du Conseil d'État. En fait, cela donne à la Chambre des députés, mais aussi à l'exécutif, une période de réflexion qui peut avoir un effet modératrice, comme le dit la Constitution, sur la procédure législative. Les cours et les tribunaux, bien sûr, ils sont chargés par la Constitution d'exercer le pouvoir judiciaire et de n'appliquer les arrêtés et règlements généraux et locaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois. En particulier, la Cour constitutionnelle est habilitée à statuer à titre préjudiciel sur la conformité des lois à la Constitution. Cette Cour constitutionnelle au Luxembourg est très jeune. Elle existe depuis une dizaine d'années. Donc on a fait très bien sans Cour constitutionnelle pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle comme il le faut pour chaque État qui se veut démocratique. Le gouvernement exerce ses fonctions administratives par l'intermédiaire des départements ministériels et des services publics qui en dépendent. C'est comme en Russie. Nous avons, je pense, 13-14 ministres pour le moment, avec des portefeuilles comme vous les avez en Russie, ce n'est pas tellement différent. Les partis politiques, nous en avons en fait 6, parce que je note que j'en ai oublié un, depuis les élections de juin 2009. Le parti le plus important, c'est le Parti chrétien social. Il est catholique et social, conservateur, milieu droite. Nous avons le Parti socialiste, c'est un parti socialiste modéré, milieu gauche. Nous avons un parti démocratique, ce sont les libéraux, milieu droite. Nous avons les Verts, le Parti écologique, milieu gauche, bien sûr, avec une composante écologique. Et nous avons un parti réformateur démocratique alternatif, le ADR, parti de droite nationaliste, je ne veux pas dire xénophobe, mais très critique sur les sujets comme l'immigration au Luxembourg. Et nous avons le parti qui manque, la nouvelle gauche, donc les anciens partis communistes qui se retrouvent dans une nouvelle formation sans le mot communiste, mais bien sûr avec un électorat assez intéressant compte tenu les inégalités sociales au Luxembourg comme partout en Europe. Juin 2009, le résultat des élections, donc le ADR, le parti de droite, 4 sièges, le parti libéral, 9 sièges, les socialistes, 13 sièges, les Verts, 7 sièges, le parti chrétien social, 26 sièges, donc de loin le parti le plus important, et la gauche, la nouvelle gauche, 1 siège. La coalition, elle est grande, donc le Parti chrétien social et les socialistes sont pour la deuxième fois dans une coalition gouvernementale, ce qui leur donne à la Chambre des députés une majorité très très confortable. Quand je regarde ces 6 partis, je note que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu que 3 partis au pouvoir. Les Verts, la gauche et l'ADR ont toujours été dans l'opposition. Le Parti chrétien social, donc le plus grand, le plus important parti, était toujours dans le gouvernement, sauf une législature. Donc en général, c'est le Parti chrétien social qui gagne les élections, qui nomme le formateur du gouvernement, qui va nommer le Premier ministre et qui choisira, en fonction de ses considérations politiques et de ses choix stratégiques, son partenaire. Un partenaire fort, les socialistes, ou un partenaire un peu moins fort, les libéraux.
Et en fonction des compositions des gouvernements, donc chrétien socialiste ou chrétien social libéral, nous avons de très légères nuances dans la définition des politiques. Ce qui donne au Grand-Duché de Luxembourg une extraordinaire stabilité politique. Donc chez nous, il n'y a pas de sensation, sauf si le Grand-Duc ne signe pas la loi sur l'euthanasie. C'est une sensation plutôt constitutionnelle qu'une sensation politique. Donc le pays est dirigé par des successions de gouvernements extrêmement stables dans la continuité absolue de la politique. Bon, ça c'était la partie théorique. Avec ça, je ferme l'ordinateur. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes sur le Luxembourg. Et comme j'ai dit, notamment les relations économiques entre le Luxembourg et la Russie. Et les chiffres sont en effet spectaculaires. Je ne sais pas si vous regardez des fois les chiffres concernant les investissements étrangers au Luxembourg. Je vous invite à visiter le site Rostat, mais il faut visiter la version anglaise, choisir la rubrique investissement, et vous allez constater que pour l'année 2009, pour les 9 premiers mois, les statistiques sont disponibles. Le Luxembourg est le premier investisseur en chiffre absolu en Russie avec, je pense, 6,8 milliards d'euros. Pour les investissements accumulés, depuis qu'il est possible d'investir en Russie, le Luxembourg occupe la 3e place avec 28-30 milliards d'euros. Derrière les Pays-Bas et Chypre. Bien sûr, quand je cite ces chiffres, les Russes me disent « mais c'est notre argent ». Ah, je dis « oui, c'est votre argent, mais ce n'est pas tout à fait vrai ». C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des investissements en Russie qui sont purement luxembourgeois. Ils sont, je l'avoue, ils sont marginaux. Encore que leur visibilité est assez bonne. Nous avons construit des usines à Yaroslav dans les constructions métalliques. Nous avons construit une usine à Vladimir dans le chocolat. Vous aimez tous Raffaello, vous pensez que c'est italien, la famille est italienne, le groupe est luxembourgeois. Et bien sûr, donc, vous avez Nutella, vous avez Ferrero, vous avez Rocher, vous avez Mon Chéri, vous avez Kinder Chocolat. Bon, d'un point de vue juridique, le holding est énorme. C'est un groupe luxembourgeois. Nous produisons du verre à Riazan. Nous planifions même en temps de crise une 2e usine à Rostov-sur-le-Don. Nous sommes très présents dans Internet. Il n'y a pas un site majeur russe, à l'exception de Yandex, qui n'a pas connu un financement luxembourgeois. Nous sommes très forts dans le e-commerce. Je ne sais pas si vous connaissez le site Coupivip, ça devrait intéresser beaucoup de personnes. C'est un venture capital à risque luxembourgeois qui a lancé ce site de vente de produits de luxe à des tarifs spectaculairement bas parce que la tactique ou la stratégie existe à acheter sur le marché les postes de fin de saison pour les lancer sur un site. Comme les Russes, hommes et femmes, je suppose, sont très friands de marques, il n'est pas étonnant que le site ait un véritable succès. Et comme ça, nous sommes en train encore de lancer plusieurs sites à travers du capital à risque qui est luxembourgeois. La société s'appelle Mangrove Capital. Je ne sais pas si vous utilisez Skype. Si vous utilisez Skype, il faut savoir que c'est une entreprise luxembourgeoise. Et si vous achetez des crédits sur Skype pour faire des appels sur un poste fixe, je ne sais pas moi, en tout cas si moi je le fais, je reçois un message que je paye 15% de TVA au Luxembourg. Skype a été inventé par un type danois et un type suédois. Compte tenu de la lourde fiscalité en Suède et au Danemark, compte tenu des difficultés de créer très rapidement une société, les deux sont venus au Luxembourg, Mangrove Capital les a pris en charge, ils ont acheté pour, je ne sais plus, on dit 15, 20, peut-être 50 millions de dollars, ils ont fait grandir Skype, c'est une entreprise mondiale aujourd'hui, incontournable j'espère, ils ont vendu Skype à eBay
pour, on dit 800 millions, je suis pas de dollars. Je ne sais pas exactement si c'est vrai, mais vous voyez les marges énormes que vous pouvez avoir dans le capital à risque. Donc, Mangrove Capital, par exemple, est une de ces sociétés luxembourgeoises très actives en Russie dans le capital à risque. Sur 10 projets qui lancent, il y en a 5 qui meurent après un an. Ça fait 5 millions de dollars en moyenne qui sont perdus. 3, plus ou moins, arrivent à survivre. Et il faut faire le bénéfice, le profit sur une ou deux qui vont faire la véritable percée. C'est du capitalisme pur et dur. Mais c'est comme ça. Mangrove Capital est devenu très grand. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont acheté Formule 1 de Renault, 75%. Donc Formule 1 de Renault, aujourd'hui, c'est une écurie luxembourgeoise. Ils ont fait ils ont eu la bonne idée de choisir un pilote russe. Avec des arrière-pensées, sans doute, parce que ce sera une plateforme spectaculaire pour la publicité une fois que les courses de Formule 1 commenceront en Russie. Et on peut s'attendre que d'ici 3-4 ans, je l'espère, la première course Formule 1 aura lieu en Russie avec une écurie luxembourgeoise, avec un pilote russe. Donc, il y a de l'investissement qui est purement luxembourgeois. Mais la place financière du Luxembourg est une place internationale. Nous sommes la 8e place financière du monde, ce qui signifie que nous sommes très forts dans les fonds d'investissement et dans le private banking. Je ne parlerai pas beaucoup du private banking, c'est toujours un sujet délicat, mais je parlerai des fonds d'investissement. Nous sommes la 2e place au monde pour les fonds d'investissement. Les États-Unis occupent la 1re place, mais les États-Unis servent leur marché national. La place financière du Luxembourg pour les fonds d'investissement est une place internationale, ce qui signifie que des entreprises suisses, arabes, américaines, allemandes ou françaises choisissent un instrument financier luxembourgeois pour investir dans le monde entier, aussi en Russie. Donc une bonne partie de l'investissement luxembourgeois en Russie, c'est un investissement européen international à travers un instrument luxembourgeois. Et bien évidemment, il y a énormément de Russes qui utilisent un instrument luxembourgeois pour investir en Russie. Pourquoi ? Je les demande souvent, pourquoi est-ce que vous choisissez un instrument luxembourgeois ? Ils me disent, je ne choisis pas un instrument luxembourgeois parce que vous avez le secret bancaire au Luxembourg. Donc ça serait le secteur du private banking. Ils disent, je ne choisis pas un instrument luxembourgeois parce que la fiscalité peut être optimisée. Ça joue un rôle, mais ce n'est pas la raison principale. Ils disent la raison pour laquelle je choisis un instrument luxembourgeois, c'est la sécurité juridique. C'est la sécurité juridique. Quand je crée mon instrument au Luxembourg, j'ai un instrument qui est juridiquement sûr. J'ai une entreprise luxembourgeoise qui opère sur le marché international. J'ai une fiscalité qui est absolument transparente. Au Luxembourg, nous avons le tax ruling. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez aller chez l'administration fiscale, vous allez négocier votre paquet fiscal dans la transparence absolue, vous payez votre chèque annuel et vous êtes tranquille. L'entrepreneur russe me dit qu'il est totalement impensable d'avoir un système comparable en Russie. Il va, je ne sais pas s'il y a des gens du ministère des Finances, je devais être plus prudent, mais en tout cas on peut le lire dans la presse de toute façon, mais à l'administration fiscale, bon, il paye, il envoie sa déclaration fiscale à l'administration fiscale, il paye un montant. Puis, 2 semaines plus tard, on le contacte. Donc, on demande davantage d'argent. On trouve ceci, on trouve cela. 2 mois plus tard, il y a encore des personnes qui le contactent. Puis, à partir d'un certain moment, on commence à s'énerver. Il faut encore payer, parce qu'il y a toujours encore des dispositions qui ne sont pas complétées. Donc, il y a une pression fiscale qui est terrible sur l'entrepreneur en question.
S'il ne répond pas, j'ai eu des cas où on a vendu les données fiscales à la concurrence, et bien sûr, il y a eu des cas où les affaires ont été politisées jusqu'à des menaces pour la sécurité physique des personnes concernées. Donc la sécurité juridique, qui en fait est un terme banal ou peut-être naïf, c'est essentiel. L'entrepreneur, il veut travailler de manière calme, de manière sereine, il veut que la fiscalité soit prédictible, il veut faire sa planification, et au Luxembourg, tous les instruments sont en place. Donc il est 100% sûr, s'il négocie au mois de mai ou au mois de février son plan fiscal annuel avec l'administration fiscale, qui sera traité de manière correcte, honnête, il n'y a pas de corruption, pas de tentative de chantage, et c'est un atout terrible. Le tout dans un système politique, vous avez vu les fondements, qui est absolument stable, donc il n'y a pas de surprise fiscale au Luxembourg, il n'y aura pas demain une fiscalité spectaculairement élevée sur un produit ou sur un autre, donc c'est absolument stable, c'est la continuité absolue. Et c'est pour cette raison que de nombreuses personnes privées ou entreprises russes choisissent des instruments financiers pour investir en Russie. Pratiquement tous les grands groupes russes sont présents au Luxembourg, d'une manière ou d'une autre. Je lis parfois dans le journal que Evras est un groupe luxembourgeois. Bon, le quartier général d'Evras est au Luxembourg. Je pense qu'ils ont quand même une cinquantaine de personnes qui gèrent les affaires financières du groupe, notamment la dette du groupe, ce qui est importante chez Evras. Nous avons FK Systema qui est au Luxembourg de nombreuses années. Beaucoup d'entreprises russes choisissent le Luxembourg en tant que plateforme d'entrée pour le marché occidental. Vous êtes intéressé à vendre sur le marché occidental, on peut essayer de le faire à partir de la Russie, mais si vous créez une entité européenne, vous choisissez le Luxembourg parce que les conditions fiscales sont optimales, parce qu'on vous reçoit à bras ouverts, parce que l'administration vous traite bien et correctement. Le Luxembourg se trouve en Europe occidentale. Vous avez 90 minutes aujourd'hui pour aller en TGV à Paris. Vous avez 2 heures, 3 heures pour aller à Amsterdam. Les grandes villes allemandes de l'Allemagne occidentale sont à 2 heures. En avion, vous êtes en 1 heure à Londres, au nord de l'Italie. Donc tout est très près. À partir de Moscou, il faut 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures pour aller au Luxembourg. C'est pas loin. Donc il y a beaucoup d'avantages à créer un point de chute en Europe et d'utiliser le Luxembourg en tant que plateforme pour opérer en Europe occidentale. Je vous donne un exemple, c'est la propriété intellectuelle. Vous êtes un entrepreneur russe, vous avez une marque russe, vous êtes intéressé à la diffuser sur le marché européen, que ce soit des chaussures, que ce soit un produit alimentaire, vous faites enregistrer la propriété intellectuelle au Luxembourg, ça signifie que vous enregistrez votre propriété dans l'Union européenne. Donc le patent luxembourgeois est votre passeport européen pour les 27 autres pays. Et nous l'offrons à des conditions administratives, donc des délais très courts, et à des conditions financières et fiscales extrêmement attractives. Donc c'est une question de compétitivité au niveau de l'efficacité de l'administration, au niveau de la fiscalité, et il le faut pour survivre dans le monde d'aujourd'hui. Si une administration comme la mienne dans un petit pays n'est pas effective, nous ne sommes plus compétitifs. Je donne à l'ambassade, à des hommes d'affaires russes qui s'engagent sur le Luxembourg, je donne un visa Schengen 5 ans en 5 minutes. Parce que je n'aime pas qu'un investisseur potentiel pour le Luxembourg fasse la queue devant le consulat allemand ou français. Donc j'utilise les compétences qui me sont données dans le système Schengen pour maximaliser le service aux entreprises russes. D'ailleurs, Schengen est un village luxembourgeois.
c'est le village où le traité de coopération entre les pays qui gèrent le système Schengen a été signé il y a 20 ans. Et en fait, il y a 20 ans, nous étions 6 pays à mettre en place cette coopération dans le domaine judiciaire et des affaires intérieures. Et Schengen se trouve au sud-est, sur la frontière allemande et française. Donc c'est un coin où il y a les 3 frontières des pays se réunissent. Et en tant que geste symbolique, mon secrétaire d'État dans le temps a dit on va signer un Schengen. Puis on a loué un bateau touristique sur la Moselle. On a placé le bateau juste sur les 3 frontières et on a signé le traité. Aujourd'hui, bon, on a le visa Schengen qui l'y cru. Donc 350 habitants, mais ils produisent un très bon vin blanc. Un très bon cru, des Riesling ou des Pinot Gris qui sont excellents. Donc nous sommes premier investisseur en Russie pour 2009. Je pense que pour 2010, on va faire un résultat comparable. Peut-être que les Pays-Bas ou Chypre vont nous battre, mais je constate quand même qu'il y a une tendance assez développée d'abandonner les structures chypriotes et de choisir d'autres juridictions, qu'elles soient néerlandaises ou qu'elles soient luxembourgeoises. Bien sûr, le Luxembourg est beaucoup plus qu'une place financière. Le plus grand producteur d'acier du monde est luxembourgeois. ArcelorMittal est une entreprise luxembourgeoise. Et en fait, issue d'une entreprise nationale de production sidérurgique qui, dans le temps, s'appelait Arbet. Arbet a fusionné avec Usinor Saquilor de France et Aceralia d'Espagne pour former le groupe Arcelor. Et Arcelor a été repris par une reprise agressive par Lakshmi Mittal, donc le grand investisseur indien qui vit à Londres. On avait dans le temps essayé de convaincre M. Mordachov de se battre contre M. Mittal. Et M. Mordachov était bien en course pour acquérir Arcelor, donc le patron de Severstal. Malheureusement, Mittal a gagné la bataille. Moi, je dis malheureusement, parce que je dois dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent au Luxembourg que peut-être Mordachov aurait été un meilleur reprenant que M. Mittal. Toujours est-il, ArcelorMittal reste est une entreprise luxembourgeoise avec le quartier général au Luxembourg et avec 2 grandes usines très performantes de production d'acier au Luxembourg. Une des compagnies les plus importantes satellitaires du monde est luxembourgeoise. Elle s'appelle SES, c'est la Société européenne des satellites. Donc si vous regardez aujourd'hui votre télévision ce soir à la maison, et si c'est une réception satellitaire, c'est quasiment certain qu'il s'agit d'une compagnie luxembourgeoise. Mais ce n'est pas SES, parce que SES est très peu actif sur le marché russe. L'autre compagnie est une joint venture avec un partenaire russe et la télévision satellitaire russe est donc en partie aussi luxembourgeoise. SES est un acteur global, donc ils sont dans la télécommunication et dans les médias au niveau mondial et ils ont utilisé Baïkonour et la technologie russe pour lancer certains de leurs satellites. Une des plus grandes compagnies de cargo aérien du monde est luxembourgeoise, c'est Cargolux. Avant la crise, on avait une 40aine de vols hebdomadaires sur la Chine. Cargolux n'utilise pas la Russie parce que le problème de la survol de la Sibérie et des taxes à payer persiste. Ils ont leur base à Bakou et ils opèrent sur Astana et sur Almaty. Et je pourrais maintenant continuer encore beaucoup avec des exemples luxembourgeois. Villeroy et Boch est une entreprise luxembourgeoise. Quand vous voyez des magasins Villeroy et Boch au Luxembourg, en Russie, au Luxembourg il y en a très peu. En Russie, il ne faut pas oublier que cette société a été fondée au Luxembourg en 1850, que un des grands succès de Villeroy et Boch a été le design Vieux Luxembourg, qui se vend très bien encore dans le monde entier.
mais qui l'eût cru, cette entreprise a fermé ses usines au Luxembourg le 31 décembre 2009. Donc c'est presque une ère de 150 ans de présence de Villeroy et Boch au Luxembourg qui finit, bien sûr. Les salaires au Luxembourg sont élevés, le travail dans ce secteur est manuel, donc beaucoup de porcelaine est peinte à la main, donc le Luxembourg n'est plus compétitif. Donc nous avons une délocalisation vers des pays à bas salaire, vers la Chine et vers d'autres pays, et il faut voir comment on peut survivre avec d'autres instruments et d'autres projets. Donc c'est un phénomène que pour le moment nous poursuivons au Luxembourg de manière assez soutenue. Donc les salaires élevés sont une barrière à la production industrielle. C'est très difficile d'attirer de nouvelles entreprises de production au Luxembourg. Bon, le secteur financier est extrêmement stable malgré la crise. Le secteur des finances est très bien développé, mais le secteur des services continue à se développer. Nous sommes forts dans la recherche en médecine, nous sommes forts dans la recherche en biotechnologie, nous sommes forts en nanotechnologie, bien sûr beaucoup moins important que la Russie, mais croyez-moi, s'il y a une entreprise russe, et même Rusnan, s'ils sont intéressés à créer des instruments financiers pour gérer leurs projets, ils vont regarder d'un coup très attentif les possibilités de capital à risque au Luxembourg. Donc nous cherchons d'autres secteurs d'excellence dans le cadre desquels nous développons notre savoir-faire. Ça fait donc 100 km du nord au sud, 56 km de l'est à l'ouest, 500 000 habitants, dont 40% d'étrangers, dont 3000 Russes, et tout cela un partenaire, je dirais, non négligeable de la Russie. Ça, c'est le Grand-Duché de Luxembourg, une monarchie parlementaire, constitutionnelle, pour finir, parce que c'était ça le sujet. Donc, merci beaucoup, et je m'arrête pour... Большое спасибо, господин посол. Действительно, страна, в которой не бывает политических сенсаций, которая так финансово привлекательна, вызывает большую, хорошую зависть. И мы знаем, что вы сами очень много сделали для привлечения российских инвестиций в Люксембург и для налаживания экономических и финансовых связей между нашими странами. И, пожалуйста, вопрос. So I was very surprised with the 2 weeks of so just 2-week schedule with the lost projects between the ministries when you have to make a project of law. So and as I can my experience in Russia, it is more than 3 months if you don't need to send these letters to our in other parts of our federation, just big country. So and how you manage to make such a short period of time, and what you recommend maybe to Russian legislation? Maybe do you have some advice? Thank you. Je réponds en français ou en anglais? En fait, c'est une question de volonté politique et d'utilisation optimale des institutions. Si le gouvernement décide qu'une matière est extrêmement importante, on peut préparer un projet de loi déjà avant qu'il ne le faut vraiment. Donc il est préparé, il est sur la table, puis le moment vient où la décision de l'Union européenne, par exemple, est prise, où il faut mettre en œuvre une directive de l'Union européenne en droit luxembourgeois. Donc le texte est prêt, il passe à la Chambre des députés. Je suppose que le Premier ministre téléphone au chef de fraction du Parti chrétien social pour lui dire que c'est urgent.
Le chef de parti de la fraction chrétien social, il parlera au président de la commission le même jour. Il sélectionna un rapporteur le même jour. La commission se rencontrera 2-3 jours plus tard. Le travail sera fait par la commission, 1-2 sessions. Le projet passera au Conseil d'État. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Il faut convaincre le Conseil d'État à déposer son avis dans des délais raisonnables. 3-4 jours, disant, on organise la plénière, la loi est votée. C'est techniquement faisable. Si tout le monde veut aller dans une certaine direction, et si l'opposition contribue au jeu, ou si on a une large et solide majorité, c'est absolument faisable. Et je dois vous dire, notre succès au Luxembourg sur les fonds d'investissement, c'est basé en partie sur la rapidité du législateur. Parce que la législation luxembourgeoise concernant les fonds d'investissement, elle n'est pas purement luxembourgeoise. À la base, il s'agit de directives européennes qui doivent être transposées en droit national. Donc normalement, une directive, elle est négociée à Bruxelles, donc on voit le développement déjà à l'avance pendant un certain temps, on connaît l'évolution du texte. Le jour arrive où le Conseil des ministres décide finalement sur la directive, donc elle est approuvée. Aujourd'hui aussi, il faut l'accord du Parlement européen. Puis vous avez le texte, et celui qui le met en œuvre le plus rapidement, parce que l'industrie attend, donc l'industrie financière attend pour pouvoir utiliser les nouveaux instruments. Si vous êtes en mesure de le mettre en œuvre rapidement, vous avez un avantage compétitif certain. Il y a 10 ans, en Europe, la France était le numéro 1 des fonds d'investissement. Aujourd'hui, on bat la France facilement. Pourquoi? Parce qu'on est le législateur le plus rapide. On est plus rapide, on est plus efficace. C'est un élément. L'autre élément, c'est bien sûr, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, la compétence du régulateur. Donc, le régulateur de la place financière, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit crédible. Ça n'a rien à faire avec le processus législatif. Mais aujourd'hui, en Europe, être en mesure de transposer rapidement des directives vous donne des avantages compétitifs certains. Donc, si la volonté politique existe, on peut le faire. C'est faisable dans un petit pays. Je n'oserais pas donner des conseils à la Russie. Vous êtes un autre pays. C'est une administration qui fonctionne tout à fait autrement, qui est extrêmement compliquée à gérer. Et si en Russie, on arriverait à comprimer la période de 3 mois que vous avez mentionnée d'un mois, ce serait déjà extraordinaire. Bon, on a beaucoup de désavantages quand on est petit, mais parfois on a des avantages et il faut les utiliser parce que sinon on ne peut pas survivre. Господин посол, Люксембург был одной из тех 6 стран, которые являлись учредителями Европейского экономического сообщества, ну, изначально Европейского объединения угля и стали. Но исторически раньше вот этой форме интеграции предшествовало объединение Бенилюкс. Вот на нынешний этап, когда с принятием Лиссабонского договора евроинтеграция достигла очень высокой степени, а вот эта форма объединения, она еще сохраняет свою значимость? Спасибо. Le Benelux? Non. Je ne sais pas si mes collègues néerlandais ou belges disent le contraire, peut-être parce qu'ils sont plus diplomatiques que moi, mais à mon avis, ça ne joue presque plus. Ici, j'ai une très bonne coopération avec mes collègues belges et néerlandais pour déjeuner ensemble et inviter des hôtes de marque politiques ou académiques russes. On constate qu'un russe important est plus enclin à venir chez le Benelux que de venir chez le Luxembourg ou la Belgique seule. Le Benelux a fait ses preuves. Il a fonctionné comme laboratoire de l'intégration européenne, mais le succès du Benelux a été dépassé par le succès de l'Union européenne. Donc il y a très peu de contenu qui reste encore au sein du Benelux.
on essaye désespérément depuis des années de réactiver le Benelux. Et parfois on a l'impression que ça fonctionne ou que qu'il y a des résultats. Mais personnellement, je suis très déçu. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je constate d'abord, si nous voulons déposer au sein de l'Union européenne ou défendre au sein de l'Union européenne une position Benelux, il faut être d'accord à 3. Je constate que nous avons une position Benelux quand les Pays-Bas et la Belgique sont d'accord. Nous pouvons nous rallier à un compromis belge-néerlandais. Je constate cependant aussi que dans beaucoup de sujets, les Pays-Bas et la Belgique ont des positions diamétralement opposées. Les Pays-Bas restent un pays fondamentalement atlantique qui regarde plus vers le Royaume-Uni et les États-Unis que vers l'intérieur du continent. Alors que la Belgique est un pays avec beaucoup de problèmes nationaux, avec un système politique extrêmement compliqué. C'est un pays qui est difficile à gérer, mais qui, en termes de politique européenne, est plutôt intégrationniste. Donc on constate souvent qu'à la base, les Belges et les Néerlandais ont des avis différents. La coopération Benelux a bien fonctionné quand les ministres des 3 pays s'entendent bien. On a essayé de mettre en place, et on continue à le faire, par exemple, une coordination Benelux avant les conseils des ministres de l'Union européenne. Quand, par exemple, au niveau du Conseil Relations extérieures, quand le ministre belge, le ministre luxembourgeois et le ministre néerlandais s'entendent bien, on peut coordonner la position et agir avec force au sein de l'Union. Mais il arrive souvent que ces personnes ne s'aiment pas tellement. Nous avons un problème linguistique, parce que un ministre belge francophone avec un ministre néerlandophone, ça ne marche pas très bien. Au Luxembourg, nous avons une très bonne connaissance, au moins passive, du néerlandais. Donc, travailler en néerlandais ne nous complique pas la vie. Mais c'est souvent la chimie des personnes qui permet aujourd'hui au Benelux de fonctionner ou qui ne permet pas de fonctionner. C'est terrible, je dois le dire, mon avis tellement pessimiste, parce que si vous prenez la capacité économique du Benelux, nous serions membres du G7, plus fort que le Canada ou d'autres membres du G7. Nous serions une puissance industrielle, plus forte que la Russie. Je vous ai dit que les Néerlandais sont premiers pour les investissements accumulés en Russie. Si j'ajoute le 0,5% des Belgiques, le 15% du Luxembourg et les 17% ou 19% des Pays-Bas, mais j'arrive à la conclusion factuelle plus qu'un tiers des investissements étrangers en Russie vient des Benelux. Et là, je dis, la puissance économique est terrible. Mais il n'y a aucun projet de réactivation. Le Benelux fonctionne quand les ministres sectoriels s'entendent. Triste. Господин посол, у меня 2 вопроса. Первый вопрос касаемо тоже в дополнение к его коллеге. Какова отдельная роль Люксембурга в деятельности Европейского Союза? И второй вопрос, владеет ли Великое Герцогство Люксембург земельными владениями на территории Российской Федерации? Спасибо. Bien sûr, le rôle au sein de l'Union européenne a changé. Quand nous étions 6 États membres au début, nous avions, c'est clair, beaucoup plus d'influence que maintenant où nous sommes 27. Moi, j'ai travaillé à Bruxelles et j'ai représenté mon Luxembourg dans des groupes de travail dans le temps où nous étions 12 États membres. J'avais toujours l'impression d'être écouté et d'avoir mon mot à dire. C'était le cas aussi pour l'Union européenne à 15.
Mais je pense que l'Union européenne a fondamentalement changé quand elle est passée de 15 États membres à 25 et puis à 27. Aujourd'hui, nous sommes très 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 petits au sein de l'Union européenne. Dans le temps, j'avais toujours l'impression que nous étions un peu le chouchou gâté. Maintenant, nous avons Malte, l'Estonie, et la Slovaquie et la Slovénie, donc d'autres pays qui sont très petits aussi. Et on ne fait plus de cadeaux au Luxembourg. Donc notre position au sein de l'Union européenne est devenue beaucoup plus difficile. Cependant, nous continuons à avoir une influence qui est largement au-delà de notre taille. Dans certains secteurs, nous restons dominants. Croyez-moi, aujourd'hui, quand un nouveau texte de directive se prépare sur les fonds d'investissement, c'est le Luxembourg qui va le faire, à travers ces experts qui travaillent à Bruxelles. Il n'y aura pas de nouveau texte sur les fonds d'investissement sans une prise en compte appropriée de la position luxembourgeoise. Et dans d'autres secteurs où nous sommes forts, comme dans l'acier ou dans les télécommunications, nous avons notre influence. Et comme j'ai dit, au-delà de notre taille réelle. Nous avons une influence terrible à travers nos personnalités ministérielles. Mon Premier ministre, il participe au Conseil ECOFIN depuis 30 années. Donc il n'y a pas un seul fonctionnaire au sein du secrétariat général du Conseil ou au sein de la Commission qui connaît les dossiers comme lui. C'est quelque chose comme un archive vivant et qui a un poids terrible parce que c'est l'arbitre des autres. Quand il faut un compromis, il est le seul à le pouvoir formuler. Aujourd'hui, il est le président de l'Eurogroupe. Il est le président de l'Eurogroupe par sa compétence personnelle, non pas parce qu'il est Premier ministre du Luxembourg. Et comme ça, nous avons plusieurs ministres parce que nous avons ces gouvernements stables et des ministres qui restent 10-15 ans sur un portefeuille ministériel. Bien sûr, quand notre ancien ministre de la Justice, il a changé maintenant, mais il a fait le Conseil de justice pendant 15 ans. Il connaissait chaque règlement, il connaissait chaque directive par cœur. C'était la personne de référence, le Nestor, comme on dit, au sein de ces groupes. Donc, avec beaucoup de stabilité politique et avec beaucoup de stabilité dans la politique du personnel, donc stabilité des ministres, vous avez continué à avoir beaucoup d'influence. Le Luxembourg ne possède pas de terrain en Russie. J'aimerais bien acheter un grand morceau de la Sibérie pour le rattacher au Luxembourg parce que ce qui nous manque, c'est du terrain. Il n'y a pas assez de territoire. Mais je dois dire qu'il y a énormément de fonds d'investissement dans le real estate. Il y a des entreprises russes qui consolident leur portefeuille immobilier dans un fonds real estate au Luxembourg. Il y a des sociétés agricoles qui consolident leur portefeuille de terres agraires dans un fonds real estate au Luxembourg. Donc ces instruments restent extrêmement attractifs. Ça ne signifie bien évidemment pas que ces terres appartiennent au Luxembourg, ça signifie seulement que ces terres sont gérées à travers un instrument financier luxembourgeois, fiscalement optimalisé et juridiquement sûr. Peut-être pour continuer cette question sur les relations entre l'Union européenne et le Luxembourg. Le Luxembourg était toujours très favorable à propos de la politique étrangère et de la sécurité commune. J'ai lu une fois que quand le projet de communauté
européenne de défense des années 50 a raté. C'était comme une catastrophe pour Luxembourg. Est-ce que vous avez, même aujourd'hui, ce soutien du peuple luxembourgeois à propos de la politique étrangère de l'Union et est-ce que vous pensez que peut-être Luxembourg pourrait être parmi les membres de l'Union qui feront l'intégration le plus improuvée en avenir parce que on dit que peut-être en avenir on aura l'Union européenne de plusieurs vitesses avec le centre très fort. Est-ce que vous pensez que ça peut voir le jour? Oui, merci beaucoup pour cette question. Bon, il faut regarder l'histoire du Luxembourg, hein. Donc, en 1867, nous avons été neutralisés par le traité de Londres parce que Bismarck et Napoléon III se battaient pour la forteresse du Luxembourg. La grande puissance du temps ne voulait donner cette forteresse ni à Bismarck ni à Napoléon III. Donc on a décidé de neutraliser le Luxembourg, d'ailleurs dans le temps sous la garantie de la Russie, et de démanteler la forteresse. Donc nous étions un pays neutre en 1914, ce qui n'a pas empêché les Allemands de nous envahir. En 1914, c'était une invasion, disons, gentille. Ça n'a pas empêché les Allemands de nous envahir le 10 mai 1940. Cette invasion n'était pas gentille. Elle était brutale, elle était naziste, c'était une politique d'occupation du Luxembourg avec une tendance très claire vers une annexion. Et on n'a pas oublié cela, donc nous étions obligés d'abandonner la neutralité et de choisir une politique des alliances. À travers l'Alliance Atlantique, mais l'alliance plus importante, c'est bien sûr la coopération dans le cadre de la communauté européenne du charbon et de l'acier dans le temps, et puis la communauté économique européenne, qui sont devenues les communautés européennes, aujourd'hui l'Union européenne. Donc nous avons toujours été très intégrationnistes, parce qu'on a constaté, surtout en matière de politique étrangère, de défense, que pour nous, il n'y a pas d'autre solution. En 1938, notre ministre des Affaires étrangères, il voulait avoir un rendez-vous, c'est une anecdote luxembourgeoise, avec le ministre des Affaires étrangères de la Grande France. Il n'a pas obtenu le rendez-vous. On lui a donné le troisième secrétaire, je ne sais pas lequel, pour les pourparlers, et notre ministre voulait dire, écoutez, l'Allemagne, tout le monde le savait, mais c'était une démarche politique, l'Allemagne nazie est en train de monter, et l'invasion, tôt ou tard, va venir. Donc, dans le temps, nos ministres des Affaires étrangères n'avaient même pas droit à un rendez-vous avec les ministres des pays voisins. Aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères est un acteur au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'il a une voix au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne. Et c'est un poids que nous avons qui, de nouveau, est disproportionné par rapport à notre taille, mais que nous utilisons avec la diligence nécessaire pour avoir une influence positive sur les choses. Donc aujourd'hui, mon ministre des Affaires étrangères, il voit M. Lavrov 2 fois par an. Il voit Mme Clinton 2 fois par an. Il voit le collègue allemand-français autant de fois qu'il veut, au moins 12 fois, parce qu'il y a 12 conseils affaires générales par an. Donc nous sommes pleinement intégrés dans cette politique étrangère et de défense commune, et c'est bien sûr notre avantage. Et la même chose vaut au niveau militaire. Nous sommes une non-puissance militaire, et pourtant nous participons aux missions de gestion de crise au Kosovo, en Afghanistan, et on s'offre même le luxe d'acheter un A400M, très cher. Le premier avion de l'armée luxembourgeoise. Mais pour montrer aussi que nous sommes capables de contribuer à la gestion de crise. Mais maintenant, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Alors, c'était sur l'Europe de plusieurs vitesses, Oui, comme ça. on l'a déjà. On l'a. Oui, je sais, mais
Mais je veux dire, est-ce que vous croyez qu'on peut utiliser les possibilités de le traité de Lisbonne pour Oui. faire un groupe encore plus développé, je ne sais pas. La coopération renforcée, ouais, moi j'y crois, franchement, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains pays qui sont hésitants et qui ne souhaitent pas progresser. Le visa Schengen, c'est un modèle de coopération renforcée. Les Britanniques ne participent pas, d'autres pays ne participent pas. Je ne sais pas si c'est un bon modèle ou pas, mais toujours est-il que c'est un modèle de coopération renforcée. Au sein de la politique étrangère, s'il y a des pays qui veulent progresser plus vite, bon, il faut faire pression. Et si une coopération renforcée est possible, je pense que le Luxembourg est toujours parmi les premiers à participer. On n'a jamais refusé un progrès, et si on peut aller plus vite que les autres, nous serons dans le groupe qui iront le plus vite. C'est toujours notre politique. Cependant, bien sûr, on constate qu'aujourd'hui, les possibilités de coopération renforcée sont moins réduites, sont moins, le contraire, sont moins fréquentes que dans le passé, parce que quand on annonce aujourd'hui dans une négociation la possibilité d'une coopération renforcée, c'est comme une menace, et les autres vont suivre, ils vont faire des compromis de manière plus facile pour rester sur le terrain des 27. Mais s'il y a des modèles de coopération renforcée, croyez-moi, le Luxembourg sera parmi les premiers. On n'a jamais raté une chance, et nous sommes convaincus que c'est un instrument de pression politique aujourd'hui plutôt qu'un instrument réel. Mais si des coopérations se réalisent, elle se fera avec le Luxembourg. Большое спасибо, господин посол. Я помню, что когда 3 года назад вы только начинали наше сотрудничество с Европейским учебным институтом, вы нам говорили, что тогда Люксембург был на 3-м месте по инвестициям в Россию. За эти 3 года вашими усилиями вышли на 1-е место. Да. И позвольте пожелать, чтобы эта позиция укреплялась и дальше. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже.